Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire consacré aux expertises de Pergame. Donc, je suis Blaise Nicollet, je suis en charge du développement et je ne suis pas tout seul aujourd'hui puisque je suis avec Alexandre Fercy, qui est co-directeur de la gestion et également gérant du fonds Pergame Global Fund dont nous allons vous parler ce matin. Alors, ce que vous voyez à l'écran pour ceux qui nous suivent sur LinkedIn, c'est une de nos dernières communications. Comme je le rappelais dans un webinaire précédent, c'est vrai que nous sommes plus de 700 sociétés de gestion à Paris, en France en tout cas, et c'est très compliqué d'exister dans cet univers. Donc, on essaye de trouver des angles à la fois marrants, bien sûr, pour trouver notre place, mais au-delà du côté marrant, il y a surtout des éléments fondamentaux derrière un visuel comme celui-là, parce que et ça va être tout l'objet de la présentation. Qu'est-ce qu'on voulait vous dire finalement au travers de ce visuel? C'est que la gestion d'un fonds diversifié, qui est un fonds qu'on rattache à une catégorie qui est très fourre-tout, puisque finalement en France, dans cet univers de fonds diversifiés, je crois qu'on a pas loin de 1000 fonds. Et on va essayer de vous montrer bien sûr quelles sont nos spécificités, notre singularité dans cet univers qui est très large. Mais au-delà du côté marrant de la slide, c'est surtout pour vous montrer et c'est ce qu'on va développer dans la présentation, c'est que le travail de gestion d'un fonds diversifié, ce n'est pas un travail individuel, ce n'est pas un pilotage automatique, mais bien au contraire, c'est un travail d'équipe et c'est un travail où collabore, un travail dans lequel finalement toute l'équipe collabore et apporte sa contribution, sa petite pierre à l'édifice. Juste avant de rentrer dans le détail de la présentation du fonds, quelques chiffres sur Pergame, qui est une maison que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ou peu, même si vous avez déjà commencé à goûter un petit peu à nos expertises au travers de nos différentes présentations. Mais Pergame, c'est une société de gestion qui existe depuis très longtemps, puisqu'on a pratiquement 25 ans d'existence. Et il me semble qu'on est peu sur la place à avoir un historique aussi long, tout en étant complètement indépendant. On gère aujourd'hui un petit milliard d'euros. On est une équipe de 24 collaborateurs avec 4 savoir-faire différents qui vont bien sûr du private equity, de l'immobilier, club deal, etc., aux actifs cotés qu'on va appréhender à la fois au travers de solutions de gestion sur mesure qu'on a déjà eu l'occasion de vous présenter lors d'un précédent webinaire et qu'on travaille également dans des briques pures, UCITS, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Et c'est le cas du fonds Pergame Global Fund dont on va vous parler aujourd'hui. Alors, quelle est la philosophie de ce fonds? Bien sûr, comme beaucoup de fonds diversifiés flexibles, c'est un fonds qui a vocation à traverser des phases de marché qui peuvent être très différentes, qui peuvent être des marchés très boules, des marchés beaucoup plus en taux ondulé ou des marchés qui corrigent. Et il a vocation à traverser toute cette période-là du mieux possible, bien évidemment, avec en tête la volonté de maintenir une valeur liquidative la moins heurtée possible, parce qu'on connaît bien sûr la sensibilité des clients finaux à la volatilité. C'est vrai que la tolérance est parfois faible et la vocation de ce fonds, c'est véritablement de traverser toutes ces périodes-là du mieux possible en étant positionné sur ce qu'on estime être les meilleurs thèmes du moment. Le process de gestion dans un univers cross-asset est extrêmement large. Bien évidemment, il doit être très rigoureux et c'est tout notre travail de garder cette rigueur dans le process. Et c'est bien sûr ce qu'Alexandre va vous détailler dans la présentation ce matin. Et vous verrez qu'on a une singularité qui est très forte et on va revenir dessus, c'est qu'on a à la fois une approche qui est très fondamentale, parce qu'on ne peut pas occulter le fondamental, particulièrement quand on est dans une gestion très diversifiée, très large en termes de classe d'actifs. Mais ce qui fait notre spécificité, c'est qu'on couple ça avec une approche qui est beaucoup plus court-termiste, qui est une approche quantitative. Et on va rentrer dans le détail dans quelques instants, mais je pense que ça marque déjà une singularité très forte de notre approche. Je pense qu'on est peu de maisons de gestion à avoir fait cet investissement de structurer une équipe quantitative. Ça me semble être fondamental parce qu'à très court terme, les marchés se moquent du fondamental et sont extrêmement quantitatifs. Et c'est toute la singularité de Pergame Global Fund d'intégrer aussi cette brique quantitative qui fera d'ailleurs l'objet d'un webinaire dédié, puisque cette approche quantitative, on en a fait également une stratégie pure dans un fonds.
Alors, comme je le disais en introduction, ce n'est pas un travail de solitaire, ce n'est pas un travail de pilotage automatique, c'est un travail d'équipe avec bien sûr un chef d'orchestre, un gérant à la tête de tout ça pour piloter le fond, mais il s'appuie sur l'ensemble des expertises de l'équipe Pergame. Bonjour à tous, merci Blaise pour cette introduction. Donc, je suis Alexandre Fercy, j'ai rejoint Pergame il y a maintenant plus de 2 ans pour intégrer l'équipe d'Emeric Didet et en effet, plus que gérant, chef d'orchestre également, ça tombe bien comme je suis également passionné de musique et dans mon travail du quotidien, je m'appuie sur notre référence fondamentale en interne, Benjamin Billard, mais également toute l'expertise quantitative incarnée aujourd'hui par Sovan Penn et son équipe, et coordonner justement l'ensemble de ces spécialistes, de ces expertises, permet d'extraire de la valeur pour nos clients. Alors, rencontre tout de suite dans le monde merveilleux des fonds patrimoniaux et de Pergame Global Fund en particulier. Alors, une des valeurs de Pergame, c'est de ne pas aimer l'eau tiède. Et ça tombe bien, je m'inscris parfaitement là-dedans. Je pense que Blaise est également dans cette lignée. Et on a fait le constat que beaucoup de fonds étaient finalement tankés à 60% obligations ou actions et 40% equity ou obligations, et finalement avaient assez peu de flexibilité. Aujourd'hui, le Pergame Global Fund a pour objectif d'exploiter l'intégralité de ce que permet le prospectus, et donc de faire varier les expositions qui sont actions, obligations, devises, mais aussi des choses un peu plus exotiques qu'on vous parlera par la suite, pour justement tirer parti de la volatilité des marchés, mais aussi des tendances que l'on peut détecter. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'environnement politique, géopolitique, macroéconomique est pour le peu troublé, avec assez peu de visibilité. On voit bien les différents allers-retours que l'on peut avoir sur la guerre commerciale avec Trump, avec le président Xi, avec quelques soubresauts de l'Europe. Et donc, naturellement, on a une poche action qui est, somme toute, assez contenue. Alors, derrière ce chiffre de 10%, il y a une réalité qui est un peu plus nuancée, vu qu'on va être long en fait de 32% actions, mais on va se couvrir à hauteur de 22%, ce qui permet de capter 10% de la performance globale des marchés, et puis de capter le différentiel de performance entre notre partie longue, mais également notre partie short. Et cela est vecteur de performance dans la durée. Côté obligataire, c'est le socle du portefeuille. On est autour de 70% exposé, une poche investment grade très sécuritaire, mais également une poche high yield où, sans divulguer le secret, on est assez cher aujourd'hui sur le marché high yield, et un vrai travail de bond picker pour aller chercher des dossiers où l'on estime que le risque est bien rémunéré. Enfin, un peu de trésorerie pour gérer la flexibilité et capter les opportunités, et des OPC, notamment des ETF, avec des choses comme de la volatilité pour gérer les queues de distribution de nos scénarios économiques. Ce que vous avez à l'écran, finalement, c'est la représentation graphique de nos bornes d'investissement telles qu'elles sont définies dans le prospectus du fonds. C'est vrai que c'est ce que je disais en introduction, pour avoir regardé beaucoup de fonds flexibles depuis une vingtaine d'années. Malheureusement, ces bornes sont souvent finalement des bornes sur le papier et très peu utilisées dans la réalité de la gestion. Et vous verrez dans des slides suivantes que cette flexibilité, elle n'est pas là dans le prospectus pour faire joli, mais elle est véritablement utilisée, implémentée. Et les expositions sur les différentes classes d'actifs sous-jacentes ont fortement varié dans le temps, et vous verrez un graphique qui vous illustrera ce propos dans quelques minutes. Alors, la construction de portefeuille, qui est le point clé dans la gestion de ce fonds, il se base sur 3 briques. D'abord, alors,
pour utiliser un peu de jargon financier, une approche bottom-up, c'est-à-dire qu'on va sélectionner les titres pour leur qualité intrinsèque, aussi bien sur les actions que sur les obligations. Sur les actions, on s'appuie donc bien évidemment sur notre analyste interne, mais aussi sur de la recherche externe, et on a de nombreux contacts avec des brokers internationaux, européens, anglo-saxons, qui nous génèrent des idées. On va le tester en interne, quelle est l'analyse des gérants. On va prendre un peu de recul. Derrière, on va voir quelle est la tendance quantitative, et puis va en résulter le point clé, la pondération, combien on en met. Là-dessus, ça va être la résultante de deux facteurs. Un, l'optimisation du couple risque-rendement. Typiquement, plus c'est risqué, moins on va en mettre. Et deuxièmement, notre degré de confiance dans la réalisation du scénario. Côté obligataire, on va gérer bien évidemment sur quelle zone de la courbe on souhaite se positionner, du court, du moyen, du long. Et surtout, on va regarder quelle est, comme on a une approche cross-asset, multi-actif, quel est le meilleur véhicule pour jouer un titre. Donc, mieux qu'une grande explication, passons tout de suite à un exemple. Je pense que le bon exemple, c'est Eutelsat. Eutelsat, c'est un titre où c'est un drame sur l'action. Je pense qu'on perd autour de 50% depuis le début de l'année. On a encore perdu 15%, 22% la semaine dernière avec le sortie d'un actionnaire coréen. Et pourtant, c'est vraiment un trade obligataire de toute beauté, vu que quand on l'a acheté, on était payé du 9% sur du 5 ans, et l'entrée au capital, en tout cas le renforcement de l'État au capital assure une forte visibilité de la pérennité pour les porteurs obligataires, car l'entreprise est aujourd'hui plus que jamais stratégique avec les satellites. C'est un enjeu de souveraineté nationale. Et le fait est, c'est que l'Europe souhaite s'extirper des griffes de Starlink, et donc Eutelsat semble le candidat naturel à bénéficier de cela. Donc acheter une obligation sur laquelle on est rémunéré du 9% sur du 5 ans avec une présence forte de l'État au capital, c'est quelque chose qui est assez agréable pour les porteurs du fonds. Et donc, une fois que le portefeuille est construit avec ces titres vifs, on va regarder si on est confortable avec cela. Alors, si la réponse est oui, j'ai envie de dire, regardons le résultat financier. Et puis, si la réponse est non, ce qui est souvent le cas, on va adapter nos expositions avec des futurs. Donc, typiquement, aujourd'hui, je suis long de 32% d'actions en titre vif. Je trouve que c'est un peu élevé. Donc, on va réduire notre exposition par de la vente de contrats financiers sur indice, Eurostoxx et S&P, pour réduire notre exposition à 10%. Aujourd'hui, il y a un consensus très fort, et c'est l'évidence, comme quoi il y a un risque sur la dette américaine et sa soutenabilité. Donc, on va vendre des taux américains. Et cela nous permet d'être résilients dans quasiment toutes les phases de marché, ce qui est vraiment dans l'ADN du fonds. Alors, ce que vous avez à l'écran, voilà, c'est une autre illustration de ce que vient de dire Alexandre, hein, tout simplement. C'est l'univers de classes d'actifs sous-jacentes et extrêmement large, qui va des titres vifs aux ETF et à l'univers international aussi. Et ça, c'est un élément qui est important parce que Pergame est une maison, et c'est son côté également atypique, est une maison qui est très internationale depuis son origine, très internationale à la fois par sa clientèle historique, tout simplement, et également très internationale au travers de nos stratégies, des zones géographiques sur lesquelles on se positionne avec nos clients. Et c'est très vrai d'ailleurs sur la partie private equity qui a été dès le départ extrêmement internationale, et c'est vrai sur les actifs cotés également. Un petit bug, excusez-moi. Hop. 2 slides qui ont déroulé trop vite, je ne sais pas pourquoi. C'est les joies du direct. Voilà, on a parfois des petits bugs techniques, mais je suis retombé sur la bonne slide, et je vais laisser Alexandre développer la partie ESG, qui est aussi quelque chose qui est important chez nous. Pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'on a un fonds daté obligataire
article 9, Oblig Impact 29, qui est géré également par Alexandre. Et bien sûr, l'ESG, indépendamment des labels, des critères, etc., ce sont de toute façon des critères de sélection dans notre gestion qu'on regarde depuis l'origine, indépendamment de tout cet univers de labels dans lequel on vit aujourd'hui. Alors, on a la chance chez Pergame d'avoir Sarah Chamberger qui a pris en main tout le sujet de l'ESG qui est un tsunami et on essaye de le surfer tant bien que mal. Et on voit bien que même on va dire la volonté de certains politiques de revenir dessus font que c'est quelque chose qui continue de dérouler. Et donc, le fonds est article 8 avec un process ESG qui est parfaitement auditable et robuste et qui nous permet de générer également de la valeur dans la durée et dans nos investissements. Alors, sur le process de gestion action, on l'a un peu parcouru tout à l'heure, mais on va rentrer tout de suite plus en détail avec un peu plus de granularité. Donc, évidemment, on va se nourrir. Le gérant, c'est avant tout observer finalement notre environnement. Et donc, on va regarder cela, on va avoir beaucoup de calls avec des analystes, avec des entreprises, avec différentes parties prenantes qui vont nous générer des idées. On va avoir un vrai travail pour creuser sur le papier les dossiers. Et une fois qu'on est convaincu, on va dire, sur l'aspect financier, sur la valorisation, sur tous ces aspects-là, on va aller sur l'aspect quant mathématique où l'on va faire tourner des modèles pour déterminer à la fois quel est le momentum, la tendance sur la valeur, mais également quel est son risque de retournement. Et une fois qu'on a pondéré l'analyse fondamentale, l'analyse technique quantitative, on va investir sur la valeur. Alors, ce n'est pas parce qu'une valeur est chère qu'on ne va pas aller dessus. Justement, c'est une combinaison multifactorielle, multicritère qui va faire que l'on investit dessus. Parmi les belles histoires de cette année, je pense qu'on peut citer Duolingo, où en regardant autour de moi, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'utilisateurs de Duolingo. En parlant avec les collègues, on s'est rendu compte que leurs enfants l'utilisaient également. C'est vrai. On s'est dit, on va regarder si cet animal est coté. Il s'avère que c'était coté. On a commencé à creuser avec les notes de broker. Benjamin a rencontré le management. Sovan a regardé en termes de tendance comment on était. Et ça a généré une décision d'investissement où on a investi sur la valeur. La valeur a progressé de quasiment 60% en 2 mois. Il s'est avéré qu'elle était devenue non pas chère, mais extrêmement chère, à se payer quasiment un siècle de résultats. Donc là, on a décidé de sortir, mais c'est une très belle histoire pour le fonds cette année qui illustre parfaitement l'aspect collaboratif de la gestion et ouvert sur le monde et d'aller sur des valeurs qui sortent un peu justement des sentiers battus. Oui, et ça, je crois que c'est bien sûr le mantra à la fois d'Alexandre, mais du reste de l'équipe de gestion. Sortir des sentiers battus, ça me semble être une bonne baseline pour qualifier l'équipe de gestion. Alors, sur l'obligataire, la première question à laquelle on doit répondre, c'est est-ce que d'abord je vais être remboursé? Donc, une fois qu'on a répondu à cette question-là, on va regarder les aspects valorisation sur plusieurs aspects, que sont quelle est la valorisation de l'émetteur, enfin de la souche obligataire par rapport à son historique, par rapport à ses comparables de même notation, c'est-à-dire est-ce que typiquement un émetteur triple B se paye plus ou moins cher que ses comparables triple B, mais aussi par rapport à son secteur. Et une fois qu'on a développé des outils propriétaires pour analyser tout cela, et une fois qu'on a déterminé cela, on va aller regarder le prospectus parce que le diable se niche dans les détails sur l'obligataire. Une fois qu'on est confortable sur l'aspect, on va dire, financier et également juridique, valorisation, on va investir dessus. Aujourd'hui, on voit encore beaucoup de valeur sur 2 segments de la cote obligataire que sont les hybrides d'entreprises où typiquement on a un rendement de type high yield
pour un risque de type investment grade, donc le meilleur des deux mondes. Et deuxièmement, les tiers 2 bancaires, donc juste en dessous des dettes seniors, mais bien au-dessus des dettes AT1, qui ont bénéficié de tout l'arsenal réglementaire qu'on a connu et l'inflation réglementaire, compliance qu'on a connu depuis plus de 15 ans et qui assure beaucoup plus de solidité aux banques dans leur capacité de remboursement avec des ratios de CET1 très élevés désormais aujourd'hui. Alors, ça, c'est la slide dont je vous parlais tout à l'heure en introduction, qui est une slide qui illustre la façon dont on fait varier les expositions et qui illustre le fait que cette flexibilité dont on vous parlait n'est pas sur le papier pour faire beau, mais elle est réellement implémentée dans la gestion au fil du temps et au gré de nos convictions et de ce qui résulte de notre process. Alors, beaucoup se revendiquent flexibles. Dans les faits, peu le sont. Et on a mis une photo de fin de mois sur un an de nos expositions. Alors, vous voyez que les différentes couleurs évoluent autour du temps, mais surtout, il y a une variation d'exposition qui peut être intraday et qui est en tout cas hebdomadaire. Historiquement, j'ai fait varier l'exposition de actions, en tout cas de 5 à 45% en fonction des différentes phases de marché. Et ce qui explique le chemin de performance qui est assez agréable pour les porteurs aujourd'hui. Pour donner un peu de couleur, on est à la 9e semaine de performance positive consécutive. Donc, peu importe le mouvement des marchés, on essaie vraiment d'adapter nos différentes expositions à la configuration que l'on perçoit. Et ce fonds-là a la chance de pouvoir s'exprimer quel que soit le sens ou la configuration des marchés. Un tableau de bord rapide, donc une fiche. Aujourd'hui, donc on l'a vu, l'exposition action est de 10%. 30% en devises qui est assez bien réparti avec, bien évidemment, un peu de dollars qui apporte de la décorrélation, mais aussi de la livre, du franc suisse et également du yen pour contrebalancer les différentes expositions. Le cœur de portefeuille qui sont les obligations, alors bien noté, investment grade avec un rendement autour de 4 et un peu de duration parce que la courbe, notamment en Europe, offre de la pente et la pente dans le monde obligataire, c'est un escompte de performance future. Vous voyez également la partie étoile Cantalis. Alors, on ne gère pas pour avoir des étoiles, hein, bien sûr, on ne gère pas de l'argent pour se faire plaisir et avoir des récompenses, mais c'est toujours bien évidemment sympathique de les avoir. Le fonds évolue entre 4 et 5 étoiles au fil des mois, qui traduit en tout cas un niveau de performance et une rigueur dans le process très pérenne. Alors, est-ce que ça, j'ai envie de te dire, est-ce que ça fonctionne tout ça? Est-ce que ça marche dans la vraie vie? Alors, l'avantage de la gestion avec une VL quotidienne, c'est qu'on a un juge de paix tous les jours autour de 11h midi. Et le fait est, c'est que c'est un graphe qui n'est pas désagréable à regarder, avec une performance donc l'an dernier de plus de 11%. Cette année, donc, là les performances sont en 30,05, mais aujourd'hui on est autour de 2,5%. Et donc on voit bien qu'on a quand même connu des marchés chahutés durant ces 2 ans auxquels j'ai repris la gestion. Et le fonds suit son cours, se comporte, en tout cas j'essaye comme un brise-glace et avance pas forcément toujours très vite, mais de manière régulière et résiliente. Et comme vous le voyez, ce n'est pas non plus ce que je qualifierais de fonds patrimonial pépère. Voilà. C'est un fonds sur lequel vous pouvez parfois subir de la volatilité, mais qui est une volatilité qui est complètement assumée et qui est une volatilité qu'il faut accepter pour aller capter de la performance à moyen terme. Tu voulais rajouter quelque chose, Alex? Non, mais alors, en effet, en termes de volatilité, c'est quelque chose un point clé. On est SRI 3, ce qui est quand même assez contenu dans le monde, en tout cas dans nos comparables. Et si on regarde les comparables, je pense que
tu avais un mot à partager avec nos auditeurs? Alors, moi, j'aime beaucoup cette slide puisque la courbe en haut, c'est celle de notre fond. Donc, vous voyez qu'il se positionne très bien dans l'univers. Alors, bien sûr, notre travail, c'est d'essayer de rester tout le temps en haut. Mais en tout cas, pour l'instant, on voit que ça a plutôt bien fonctionné parce que le fonds se positionne dans les tout premiers de sa catégorie, tout simplement depuis la reprise de la gestion par Alexandre. Alors, si on va sur un plan un peu plus granulaire en termes du positionnement du fonds aujourd'hui, donc on l'a dit, 10% actions, 85% obligations. Les principales convictions sur l'obligation. Alors, on a parlé de Telsat. Dans la même veine, on a Air France. Air France, c'est un secteur qui est extrêmement compliqué. La plupart des compagnies aériennes ont historiquement fait faillite. Mais la beauté d'Air France, c'est qu'elle a l'État au capital est derrière qui, en tant que fleuron national, a envie de la soutenir quoi qu'il arrive. Et donc, c'est une conviction forte du portefeuille. On a également de l'Accor Invest, qui est la partie des murs du groupe hôtelier, EDF, toujours dans la même veine, et Volkswagen, qui, après le Dieselgate et les différents problèmes qu'il avait eu aux États-Unis, a offert une prime, un spread, comme on dit en obligataire, très important. Et au regard de la qualité de ses fondamentaux, c'était encore il y a peu de temps le premier constructeur mondial, et donc on est sur des obliges de premier plan qui rémunèrent des taux attractifs. En termes de positionnement géographique, il y a une vraie dichotomie entre les actions et les obligations. Donc les actions, sans surprise, c'est avant tout aux États-Unis que ça se passe. Alors, pas forcément sur la tech, évidemment qu'il y a de la tech. On a cité Duolingo, qui est même considéré comme une boîte d'IA. Mais on a des choses un peu plus terre à terre, comme la garantie de crédit, qui peuvent être du Fannie Mae, Freddie Mac. On a aussi des semis, comme de l'Intel ou de l'AMD. Donc, on a des choses, de la santé également, avec du Novo Nordisk qui est redevenu la première position du fonds, donc des choses assez de notoriété publique que tout le monde connaît. Et sur le monde obligataire, aujourd'hui, il y a, comme on le disait, une grande défiance aux États-Unis. Donc, on va préférer l'Europe où, il y a de la pente, il y a plus de visibilité. Et puis surtout, on a une banque centrale qui est très accommodante, qui a encore baissé ses taux la semaine dernière. Alors aujourd'hui, elle dit qu'on arrive à la fin du cycle de baisse de taux. Entre nous, je pense qu'encore une petite baisse de taux d'ici la fin de l'année n'est pas impossible, et ça viendra encore doper la performance du fonds. Donc voilà, sur la poche obligataire, quelque chose qui est assez bien réparti entre investment grade et high yield, avec ce qui est important pour nous, c'est de garder une qualité moyenne investment grade, donc un portefeuille bien noté, et de la flexibilité également sur les maturités, avec on favorise la zone 3-5 ans, qui est la zone qui présente le plus de pente en Europe. Et ça, je vous invite, bien sûr, quand vous regardez des fonds diversifiés, à aller soulever le capot, à regarder cette poche obligataire, à regarder les risques qu'elle embarque, notamment en termes de rating. Et ce que vous voyez, c'est que les positions sur le high yield les plus leveragées, donc simple B, sont des positions qui sont très mesurées dans le portefeuille, et on ne porte pas de triple C, donc il n'y a pas non plus de dossiers en recovery, en retournement, en distress, etc. Alors, les performances… ça s'est plutôt bien passé, j'ai l'impression. C'était pas désagréable. C'était pas désagréable l'an dernier, puis cette année, c'est pas mal non plus, vu que 11% l'an dernier dans l'univers des fonds de comparables, l'univers était à 8% et quelques, donc on fait quand même bien mieux. Et depuis le début de l'année, donc on est aujourd'hui à 2,5 au 30,05, la catégorie était à peine positive, donc un bon début d'année également, et on est vraiment dans le chemin de performance que l'on propose à nos investisseurs, à savoir de la résilience,
peu importe le sens des marchés. Alors, le fonds est bien évidemment d'ores et déjà référencé, pas encore partout, mais bien sûr, moi, je suis à votre disposition si vous avez des demandes, des besoins spécifiques pour les voir ensemble et traiter, bien sûr. Mais vous avez déjà un univers de référencement du fonds qui s'est élargi d'ailleurs ces derniers mois et qui a vocation à continuer à grossir en intégrant tout simplement des nouveaux partenaires, compagnies d'assurance ou partenaires bancaires. Je pense qu'on a respecté à peu près ce timing d'une demi-heure qu'on s'était fixé. Alors, on a quelques questions. Je vais essayer de les regrouper pour y répondre. Alors, notamment, on a un ensemble de questions autour de l'environnement de marché. Alors, c'est vrai que tu l'as rappelé, c'est un environnement de marché qui est plutôt anxiogène. On a beaucoup de nuages dans le ciel. Et la question, c'est finalement, est-ce que le fonds est en capacité de résister à un environnement qui pourrait être amené peut-être à se dégrader, et quelle serait sa capacité à faire face à cet environnement, voire même éventuellement à générer de la performance dans un environnement plutôt plus compliqué. Merci, très bonne question. Évidemment, on est dans un environnement compliqué et si tout part à la cave, il va falloir avoir des choses qui sont non pas seulement décorrélées, mais anticorrélées au marché action. Et c'est pour ça que j'ai rentré un peu de volatilité dans le portefeuille, un peu de yen qui, historiquement, dans les phases plus compliquées, se comporte très bien. Et enfin, pour nous, le plus grand risque, il vient avant tout de la dette US et d'une explosion des taux US, et donc de l'inflation. On surveillera d'ailleurs avec attention le chiffre de cet après-midi, qui, les dernières attentes des opérateurs paraît un peu faible, autour de 0,02%. Donc, on a acheté un peu d'inflation US, qui fait que si l'inflation progresse, s'envole, eh bien, ce type de papier progresserait lui aussi également. Donc, différents contre-feux qui font que si l'environnement devient plus adverse qu'il ne l'est aujourd'hui, le fonds devrait somme toute être résistant. Une dernière question, je les regroupe, mais autour de la taille du fonds, de sa capacité à absorber des volumes importants. Est-ce que c'est quelque chose qui serait de nature à altérer le process tel que tu l'as décrit aujourd'hui? Est-ce qu'on serait obligé de le faire évoluer si on était amené à, et on le souhaite bien sûr, à voir l'actif du fonds grossir? Alors, c'est en effet une question qui se posera quand on sera autour de 20 milliards, je pense. Donc, la bonne nouvelle collectivement, c'est qu'on a de la place pour accueillir vos souscriptions. On serait ravis d'investir. On est investi donc sur des contrats extrêmement liquides côté futur. Sur les actions, on fait des grandes capitalisations boursières, donc aucun problème pour traiter. Et les souches obligataires que l'on traite font en majorité plus de 500, voire 500 millions, voire 1 milliard d'euros. Donc, aucun problème pour absorber les flux futurs qui, je ne doute, ne vont pas tarder à arriver vu la qualité de notre équipe commerciale. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour et on a respecté le timing qu'on s'était fixé. Bien évidemment, vous recevrez tous la présentation, le support de présentation de ce webinaire. On est bien sûr aussi, et c'est tout l'intérêt d'une maison de gestion indépendante, c'est que vous avez un accès direct à la gestion. Et ça, je trouve que c'est assez fondamental, surtout quand les marchés deviennent parfois compliqués. On a besoin d'échanger avec des gérants et c'est tout ce que peut proposer Pergame. Donc, on est bien sûr à votre disposition avec Alexandre pour échanger à la fois sur la gestion du fonds et sur d'autres sujets, puisque finalement, pour conclure, ce fonds est aussi révélateur d'une allocation d'actifs qu'on pourrait vous proposer en gestion complètement sur mesure dédiée, si on avait un cahier des charges de type équilibré, patrimonial, etc. Et rappelez-vous le webinaire précédent, c'est vrai que Pergame est une maison qui a développé un savoir-faire très costaud sur cet univers de la gestion sur mesure, qui est un univers qu'on travaille depuis une vingtaine d'années. Voilà, et puis pour conclure, je pense que vous avez saisi la singularité de notre approche. C'est vrai que ce mix entre du quantitatif, qui est une vraie singularité, une vraie force de la maison, et puis une approche fondamentale, plus traditionnelle, mais très bien appréhendée chez nous, et quelque chose qui rend, je trouve, ce fonds
assez intéressant dans une catégorie de fonds qui est très fourre-tout. Je pense qu'il ressort beaucoup du lot. Et bien sûr, on serait ravis de positionner et de nous interroger et de creuser ensemble ce sujet-là. Et pour terminer, on aura l'occasion de vous proposer également de continuer à découvrir les expertises de Pergame au travers de prochains webinaires qui seront pour l'un dédiés justement à cette brique quantitative, à la fois la façon dont elle est utilisée dans l'ensemble de la gestion et puis également la façon dont on en a fait une stratégie pure dans un fonds. Et on vous parlera aussi d'une approche pareille qui est très singulière sur l'univers Equity Monde, puisque c'est un univers qu'on aborde aussi au travers du prisme des holdings cotés. Et ça, c'est tout le travail d'analyse de Benjamin Biard dont on a parlé tout à l'heure, qui contribue bien sûr à l'analyse fondamentale de Pergame Global Fund, mais qui gère également un fonds qui est uniquement dédié à cette stratégie de holding coté, dont on vous parlera très prochainement. Encore une fois, merci à tous. On est bien sûr à votre disposition et on vous souhaite une très bonne fin de semaine et à très bientôt, peut-être au Midsommar pour ceux qui seront là demain. Au revoir, merci beaucoup. Merci.